Bonjour, donc je suis avec José Pomar. Bonjour Didier. Du coup José, depuis quand on se connaît maintenant? Est-ce que tu as une idée un petit peu de notre première rencontre? Alors moi j'ai une petite idée, assez précise parce que je me rappelle avoir assisté à une de tes brillantes présentations au Paris Jog. À l'époque, tu en as fait pas mal des présentations au Paris Jog. Et la toute première, c'était sur une techno d'avenir de l'époque, GWT. Tu me rajeunis pas là. Et c'était, oui, bah, moi non plus, et c'était en 2008. Et donc je pense que c'est en 2008 qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Ouais, tout ça ne nous rajeunit pas. Depuis quand tu participes à Devoxx? Alors Devoxx a été créé en 2012, moi je faisais partie du comité d'organisation, parce que j'étais parmi les 4 qui ont créé Devoxx la première année, et j'ai travaillé dessus les 3 premières années, et j'ai jamais loupé une édition de Devoxx. En fait, Devoxx a loupé des éditions au moment du Covid, mais nous on n'en a pas loupé. Enfin, en tout cas moi j'en ai pas loupé. T'es un peu comme le sénateur de la conférence quoi. Oui, je fais partie des meubles quoi, tu vois, on me sort du placard, on met un endroit, et puis voilà. Juste, on parlait du Paris Jog. Qu'est-ce que tu penses en ce moment de l'écosystème, un petit peu des communautés au sens large? Bah écoute, je trouve que l'écosystème il est très vivant, il est très actif, il est très dynamique. Il est porté par plein de gens qui sont vraiment super, hommes ou femmes d'ailleurs. Hier soir, je parlais à l'occasion des Devoxx avec des personnes qui s'occupent des J-Duchesses, qui est un groupe de développeuses. Et j'ai trouvé qu'il y avait un super état d'esprit chez elles et c'était vraiment génial de pouvoir discuter avec elles. Moi, je suis un peu un vieux de la vieille, je traîne mes guêtres au Paris Jog depuis 17 ans maintenant. Je m'en occupe précisément depuis un peu plus de 10 ans, en tant que trésorier de l'association qui gère les soirées. Et c'est super de voir une nouvelle génération qui pousse, très diverse. Aujourd'hui, des meet-up en région parisienne, il y en a plein de différents. Et ça, vraiment, je trouve ça très très bien. C'est vrai que le Covid a un peu mis un coup d'arrêt à plein de choses, mais au moins en France, et c'est aussi un mouvement qu'on voit en Europe, les choses sont vraiment reparties du bon pied. Et c'est super de voir une nouvelle génération depuis 2021, 2022. Et ça fait vraiment plaisir de voir ça, de voir ces communautés super actives. Devoxx, pour toi, c'est une longue histoire. Est-ce que tu as un meilleur souvenir de Devoxx? D'excellents souvenirs de Devoxx, j'en ai vraiment beaucoup et depuis très longtemps. Je crois qu'en fait, pour moi, le meilleur souvenir de Devoxx, c'est en fait ce qui est devenu Devoxx en 12 ans. Aujourd'hui, c'est quand même une des principales conférences dans le monde. Il n'y a pas de conférence aussi importante sur les technologies Java. Conférence de développeurs de cette taille-là, 4500 personnes, c'est quand même magnifique, c'est une très belle réalisation. Et j'ai envie de dire, le meilleur Devoxx, c'est le Devoxx qui va venir. On vit un super Devoxx, il y a plein de monde. Le fait de marcher dans les couloirs, c'est génial. Les gens sont contents d'être là, les stands, les gens sont contents d'être sur les stands, d'interagir. Il y a une ambiance vraiment formidable. Et je me dis que voilà, la seule chose que je souhaite, c'est que l'année prochaine, ça soit la même chose, encore mieux, et que ça perdure, parce que c'est vraiment un moment super, je trouve, dans l'année. Les Américains, ils sont bluffés par ce qu'on fait. Ils ne comprennent pas comment on fait, en fait. J'adore ta réponse qui est en gros qui est assez philosophique quoi, quelque part. Ce qui est important, c'est le futur, c'est ce que tu dis, et que donc mon meilleur moment, il est à venir. Et j'aime bien cette philosophie. Ouais. Là, on est dans une actualité qui est très très riche. Et dans ces derniers mois, quel est le sujet qui te dit waouh, là, je suis vraiment impressionné par ce qui se passe? Moi, je suis plutôt centré sur la technologie, donc tout ce qui se passe dans le domaine de l'intelligence artificielle, parce qu'évidemment, il y a plein de gens qui répondraient ce qui se passe dans l'intelligence artificielle, c'est absolument extraordinaire. C'est vrai qu'il y a des très belles réalisations. Moi, j'aurais tendance à être assez mitigé par rapport à ces réalisations-là. Par exemple, la vidéo d'intro de Devoxx, qui est superbe, elle est vraiment bluffante, elle est très belle. Mais il y a beaucoup de travail derrière, évidemment. C'est pas je claque des doigts et pof, la vidéo sort. Il y a énormément de travail. Je me demande quelle place l'intelligence artificielle laisse à la création artistique et au respect de la création artistique, en termes de droits d'auteur, etc. Moi, je vois pas mal de problèmes qui se posent. J'espère que l'intelligence artificielle va trouver un moyen pour respecter ce genre de choses. Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que c'est quelque chose qui est assez largement foulé aux pieds. En matière de technologie, il y a des choses qui m'impressionnent vraiment. C'est la capacité que les langages et les API ont à rester extrêmement accessibles, permettre d'écrire du code extrêmement lisible et facile à entretenir, parce que c'est ça la clé.
tout en étant parfaitement adapté aux technologies modernes, aux architectures modernes des processeurs, et en permettant d'extraire le meilleur des performances de ces processeurs. Et dans la plateforme Java, on a ça dans plusieurs domaines en fait, que ce soit dans tout ce qui a été fait sur les threads virtuels, qui techniquement est une avancée absolument majeure, avec un effort d'ingénierie derrière majeur également. Ce qui est fait dans le domaine de Panama, de gestion des calculs en mémoire sur des très grands volumes de données, qui est également absolument remarquable et très très impressionnant en termes de performance. Et puis ce qui va venir encore dans le futur avec ce que Valhalla va faire. Et en fait tout ça va plus ou moins se fusionner au niveau technologique. Ce qui se fait, les calculs en mémoire vont bénéficier de ce que Valhalla va apporter. Valhalla va permettre des choses supplémentaires, etc. Donc en fait on va aller encore plus vers du code comme ça. J'exprime ce que je veux faire, j'exprime mes règles métiers avec un code qui est très simple et très proche de ce que dit le métier. Et derrière, j'ai un code compilé qui s'exécute et qui tire parti au maximum des capacités des CPU. Ça, c'est le Graal de 30 ans de développement de R&D en informatique, je trouve. Je vais te poser une question qui va peut-être te surprendre, mais qui est pourtant une question d'actualité. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le développement aujourd'hui ou qui ont codé depuis de nombreuses années. Et je pense qu'on a un moment où, pendant longtemps, Java a été hégémonique, on peut le dire. Là, je pense qu'il commence à être challengé par pas mal de technologies. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on peut faire du Java en 2025? En quoi c'est intéressant? Alors, Java a été hégémonique, ça a été vrai jusque 2005-2006, j'ai envie de dire. Java 5, Java 6. Et il y a une période où les gens annonçaient que Java allait être le futur COBOL, n'évoluerait plus. Était la technologie à abandonner, et ça c'est grosso modo entre 2008-9 et 2014, sortie de Java 8, et encore un peu après la sortie de Java 8. Aujourd'hui on se pose même plus cette question là, les gens qui disent Java va mourir ou Java est mort, bon, il y en a toujours forcément, mais je pense qu'on se rend compte que c'est vraiment pas le cas. Il y a de plus en plus d'efforts d'ingénierie, d'argent, d'investissement dans la plateforme Java. Il y a un certain nombre de rayons dans lesquels Java s'est révélé très, très rapidement non pertinent. On parlait de GWT tout à l'heure, il y a des gens qui ont cru dans cette technologie-là. Même Swing par exemple, non? Malgré tout, Java, les technologies front et les technologies notamment front dans le navigateur, c'est pas un domaine dans lequel Java est très pertinent, et peut-être qu'il le sera un jour, mais c'est pas vraiment. Je ne vais pas dire qu'il a abandonné ce terrain-là, mais c'est quand même un peu, ça ressemble quand même un peu à ça. L'hégémonie de Java, ça n'empêche pas d'avoir tout un tas de langages qui sont pertinents dans des domaines particuliers et qui se développent, qui ont leur écosystème, qui ont leur communauté, qui ont leur place dans les conférences, y compris les conférences dans lesquelles on parle de Java. Il y a une page Wikipédia, alors je ne sais pas si elle est tout à fait à jour, mais qui référence 200 langages différents qui fonctionnent sur la JVM. Donc Java, c'est un langage qui fonctionne sur la JVM, mais il y a aussi des gens qui créent d'autres langages, qui expérimentent d'autres choses, et c'est très important que cet écosystème continue à vivre. D'ailleurs, la JVM prend ça en compte. Il y a des choses qui ne sont pas faites dans la JVM pour ne pas casser cet écosystème de langage alternatif sur la JVM, notamment dans la réification des génériques. Une des raisons pour lesquelles c'est pas fait, c'est pour ne pas casser tout ça. Cet écosystème, il est important parce qu'il permet de tester des fonctionnalités. Est-ce que c'est intéressant de faire les choses comme ça? Qu'est-ce que ça amène en termes de bénéfices, de coûts, de problèmes? Et une fois qu'on a vraiment validé ces concepts-là dans d'autres langages et dans des communautés autres que celles de Java, à ce moment-là, Java va intégrer certaines de ces fonctionnalités dans son langage ou dans sa plateforme. Ça a été le cas pour les génériques, ça a été le cas pour les lambdas. Les lambdas, Java, c'est le dernier grand langage à avoir adopté des lambdas. Du coup, les lambdas ne sont pas implémentés de la même façon en Java et dans d'autres langages. Et on arrive à avoir des lambdas qui sont très performantes de ce fait. L'objet de Java, c'est ce que dit Brian Goetz, qui est une des personnes qui fait Java. L'objet de Java, c'est pas d'être le premier, mais c'est de faire des choses mieux que tout le monde. Et pour faire les choses mieux que tout le monde, il faut attendre de voir comment les gens s'y prennent pour implémenter des fonctionnalités et voir comment est-ce qu'on peut mieux les implémenter, donc bénéficier du retour d'expérience de ces gens qui ont fait ce travail pour le langage. Alors, est-ce que c'est de l'hégémonie? Peut-être. Il y a une question de gravité aussi. Aujourd'hui, il y a une quantité de code en Java qu'il faut entretenir, qu'il faut débugger, qu'il faut maintenir, qu'il faut faire évoluer, qui fait qu'il y a une activité d'ingénierie en Java qui est et qui va rester au moins dans les 5 ou 10 ans qui viennent extrêmement important. Ce qui fait la force de langage, c'est aussi le fait qu'il reste compatible. En gros, chaque évolution est compatible avec la précédente, et donc du coup, c'est ce qui fait que peut-être un peu son défaut aussi, ce qui l'amène un peu au côté legacy, c'est qu'on n'est pas obligé forcément de migrer parce qu'on sait que de toute façon, on peut imaginer que ce sera simple dans le futur de le faire.
parlais justement qu'en gros, il y a une dizaine d'années, il s'est passé quelque chose. Moi, c'est à peu près le moment où j'ai un peu arrêté de faire du Java au quotidien de par mes fonctions. Et du coup, je me suis plutôt lancé dans d'autres langages où quand j'avais un peu de temps, je me sentais plus productif dans ces langages-là. Je pense qu'il y a pas mal de gens aussi qui ont décroché ou qui ne sont pas forcément arrivés dans ce langage, qui le connaissent de manière historique, mais pas dans ses évolutions récentes. C'est quoi les 3-4 trucs qu'on doit retenir sur ces 10 ans qui se sont écoulés où tu te dis, ouais, là, franchement, ça, c'est des game changers qui sont arrivés dans le langage? Je pense que c'est même moins que 10 ans en fait, parce que 10 ans c'est la sortie de Java 8. Il a fallu attendre que Java 8 soit le succès que ça a été pour que les investissements dans le développement de Java reprennent vraiment au niveau où ils ont repris aujourd'hui. Et il faut quasiment attendre la version 11. Voire 17 pour vraiment avoir maintenant un flux de nouveautés et un flux de nouvelles choses qui arrivent qui soient vraiment importants. Les game changers, le premier qui est déjà en partie sorti et puis qui va continuer 2025-2026, ça va probablement être la livraison des fonctionnalités qui manquent. C'est ce que le projet Loom a apporté avec les threads virtuels et un nouveau modèle de programmation qui vient résoudre les mêmes problèmes que ce que résout la programmation réactive. J'ai bien dit des choses comme ça, j'ai pas dit qu'il va venir remplacer la programmation réactive. La programmation réactive, c'est un paradigme de programmation qui a 10 ans maintenant. Donc c'est un vieux truc, oui, c'est d'une certaine façon un vieux truc. C'est quelque chose qu'on connaît bien, on connaît les performances, etc. Et on connaît aussi les problèmes que ça apporte, notamment en matière de coût de maintenance des applications qui sont écrites avec ce type d'approche. Le projet Loom vise à simplifier le code qu'on écrit. Loom, donc c'est les threads virtuels plus la programmation concurrente structurée. Les threads virtuels, on les a en 21, donc depuis un an maintenant. La programmation structurée, concurrente structurée, ça arrive dans l'année qui vient, grosso modo. Puis un troisième point qui est les scope values, qui est un modèle alternatif aux threads locaux. Donc tout ça, ça va vraiment permettre de développer des applications réactives, mais sans le paradigme de programmation réactive fondé sur des callbacks, etc., que les gens utilisent. Et ça va permettre de diminuer grandement le coût de maintenance des applications, d'améliorer leur observabilité et leur débuggabilité. Ça, il y a un certain nombre de critères très précis qui permettent de montrer ça. Donc ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment un vrai game changer. Le deuxième game changer, c'est ce que les gens appellent la programmation, le data oriented programming, c'est-à-dire la programmation orientée données, qui n'est pas un paradigme nouveau, c'est un paradigme de programmation qui a été développé en parallèle de la programmation orientée objet. Et tout le monde fait la programmation orientée objet aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un autre paradigme? Déjà, il y a un troisième paradigme aussi qui est la programmation fonctionnelle, qui a donné les lambda, les génériques, donc tout un tas de choses qu'on utilise. Et la programmation orientée données va également apporter quelque chose qui peut être utilisé en parallèle de la programmation orientée objet. Ça permet plutôt que de mettre du comportement dans les classes métiers, dans le modèle objet, ça permet de déplacer ce code métier là où il devrait être, dans les modules métiers. Et donc on a des objets qui n'ont essentiellement pas de méthode. Tout le monde les regarde sans méthode de comportement. Et du point de vue du clean code, de l'architecture hexagonale, de toutes ces choses-là, ça permet d'implémenter les paradigmes de ces approches-là, y compris du domain-driven design. Ça permet d'implémenter ces paradigmes-là de façon beaucoup plus simple. Alors ça, c'est des choses qui sont en train d'être livrées. On a déjà plusieurs éléments en Java, les records, les types scellés, le pattern matching, qui permettent d'implémenter tout ça. Ce nouveau paradigme. Le pattern matching va continuer à évoluer, donc on va pouvoir aller plus loin dans ce domaine-là. Et ça va vraiment changer la tête, entre guillemets, du code Java qu'on écrit. Un peu comme quand les lambdas sont arrivés et les streams, la tête du code Java qu'on écrit, il a changé, parce qu'on les boucles for sont un peu parties, les classes anonymes sont un peu parties, on avait des lambdas, on pouvait passer du comportement en paramètres, donc on a programmé différemment. Et là c'est pareil, ça va permettre de programmer différemment. En fait, moi j'ai démarré Java il y a 30 ans, je pense. C'était des premières versions bêta de Java. Et en fait, ce qui m'avait fasciné dans le langage, bien sûr le langage, je le trouvais, c'était un des premiers langages objets accessibles, la notion d'applet, c'était un écosystème fantastique pour moi qui arrivait. Et il y avait un sujet qui m'avait beaucoup intéressé, c'était le bytecode. Et j'avais adoré le bytecode, ça m'intéressait de voir comment est-ce que ce langage se transforme en bytecode. En fait, historiquement, je suis plutôt informatique industriel, et donc du coup, le côté assembleur, entre guillemets, bytecode, je trouvais ça vraiment intéressant. Bon, après, j'ai lâché l'affaire parce que, voilà, c'est comme ça, c'est l'histoire. Par contre, on revient là-dessus, on revient à ce sujet, parce que ce que tu as mentionné, c'est qu'en fait, Java, c'est un langage, mais c'est surtout un écosystème avec une VM, et sur cette VM, ce qui tourne, c'est du bytecode. Pour moi, Java, c'est un langage qui permet à un développeur d'exécuter, de pouvoir se faire comprendre auprès de la machine virtuelle qui, elle, comprend du bytecode. Je suis assez convaincu qu'il y aura de moins en moins, au sens du volume,
pas de manière absolue mais de manière relative, de code qui sera produit par des humains. Je pense qu'il y aura de plus en plus de codes qui seront produits par des AI. Et donc ce qu'on voit actuellement, c'est on voit des générateurs de code qui sont, et ce code étant destiné à des humains, qui au final arrivent sur des processeurs ou des machines virtuelles. Finalement, cette étape de dire j'utilise une AI pour générer un langage qui après est compilé pour générer quelque chose qui est compris par la machine, je trouve qu'il y a un truc qui ne va pas. Et je me dis, en fait, dans cet écosystème des langages qui arrivent, on sait que la machine virtuelle est ultra performante, on le sait en fait. Et pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'avoir des AI qui génèrent un langage qui après est transformé en bytecode? Et pourquoi est-ce qu'on n'irait pas vers, en fait, moi je décris en langage naturel ce que je veux, j'ai un compilateur, entre guillemets, qui est une AI, qui transforme mon langage naturel en bytecode, et finalement c'est aussi simple que ça. On parle beaucoup il y a un écosystème naissant qui est, écris-moi la spec, je m'occupe du reste. Et pourquoi pas, écris-moi la spec, et puis quelque part, l'AI transforme ça en bytecode directement, sans passer par la couche intermédiaire qu'est Java. Mais tu pourrais pousser le truc encore un peu plus loin, parce que la VM, qu'est-ce qu'elle fait avec ce bytecode? Elle commence par l'interpréter, ça dure le moins de temps possible, et puis après elle le compile en code natif, et finalement c'est du code natif optimisé qui s'exécute sur ton CPU. Donc pourquoi est-ce que tu veux passer par le bytecode? Là, ton AI pourrait observer la façon dont la VM fonctionne, et directement te générer du code natif. Alors, tu as raison, c'est un débat de technicien, mais si on est en code natif, on est très lié au hardware sous-jacent, et quelque part de garder, peut-être tu as raison, mais je me disais de le garder en bytecode c'est intéressant, et qu'après quelque part on a ce côté qui reste un peu portabilité sur les libs, les choses comme ça, quoi. Donc du coup, est-ce que tu penses, et que ce serait possible qu'à terme on ait des AI qui génèrent directement du bytecode plutôt que de passer par un langage intermédiaire? Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Moi, je suis un peu dans une attitude attentiste. On va voir. Ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne génèrent pas le bytecode ou du code natif. Ils génèrent du code source qu'on peut lire. Et j'interprète ça comme un manque de confiance dans l'AI, parce qu'on veut se donner la possibilité de vérifier que l'intelligence artificielle n'a pas généré du code pas terrible, buggé, avec des problèmes, éventuellement des problèmes graves, genre sécurité. Et donc on veut se donner la possibilité de pouvoir le vérifier, le relire, éventuellement le modifier. Et là je me pose vraiment des graves questions, parce que les gens qui sont à même de valider ce code source qui a été généré, c'est pas forcément des gens débutants, c'est plutôt des gens capés, qui ont beaucoup d'expérience. Et est-ce qu'on va encore avoir ces gens-là, et est-ce que les entreprises vont avoir envie de les payer pour qu'ils puissent continuer à construire des carrières et à continuer à évoluer, s'il s'agit juste de relire du code d'intelligence artificielle? Là, à mon avis, il y a un business model à trouver. Je ne peux pas te dire que je suis inquiet, parce que des bugs dans les applications, il y en a tout le temps, des bugs majeurs, des crashs majeurs. Voilà. Même Amazon a crashé à une époque, donc c'est des choses qui arrivent. Voyons ce que ça donne. Je ne peux pas dire que je suis sceptique au sens où je pense que ça ne va pas marcher. Peut-être que ça va marcher. Pour l'instant, j'en ai pas vu la preuve que ça allait vraiment fonctionner. Donc, bon. Les années qui viennent vont être intéressantes. À suivre.